Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. La mise en œuvre du contrôle fiscal, la conciliation malaisée du rendement et de la protection du contribuable. 48. Construire dans une optique d'équilibre les pouvoirs de l'administration fiscale et les garanties du contribuable n'est pas aisé, y compris dans les États qui ont inspiré le système fiscal camerounais actuel. Le contexte camerounais est singulièrement édifiant à cet égard. Les actions publiques visant l'accroissement des recettes publiques, ainsi que la densification des garanties procédurales du contribuable en matière de contrôle fiscal, bien qu'engagées à la fin des années 1980, n'obéissent pas à la même dynamique. La première, engagée avec les institutions de Bretton Woods, bénéficie d'une évaluation régulière et est assortie de sanctions particulièrement contraignantes. Ainsi, le défaut de réalisation des objectifs contractuels est sanctionné par l'interdiction d'accès au financement du FMI et des autres bailleurs de fonds, dans la mesure où la caution de cette dernière constitue une exigence requise pour la libération des fonds. Ce risque d'interdiction d'accès aux financements internationaux, bilatéraux et multilatéraux, est particulièrement redouté. Cette contrainte externe trouve au plan interne un terreau propice à son application, ce d'autant que les besoins en trésorerie de l'État sont immenses. 49. La seconde action publique, celle qui vise à mieux protéger le contribuable, bien que suscitant un intérêt de la communauté internationale, ne bénéficie pas de la même attention, encore moins du même mécanisme contraignant. Sa cadence d'exécution et sa substance en pâtissent, abandonnées qu'elles sont, à des pouvoirs publics suffisamment interpellés par des besoins financiers. 50. L'examen des instruments normatifs et de leurs supports organiques et institutionnels permet de relever ce déséquilibre d'intérêt entre la mobilisation des recettes fiscales et la protection des contribuables. Alors qu'une dynamique forte est insufflée à la réalisation des objectifs budgétaires assignés au fisc en matière de contrôle fiscal, titre 1, le processus de clarification des garanties du contribuable, qui se fait dans le même temps, est mené timidement et de façon imparfaite, titre 2. Titre 1. L'IMPERATIF de rendement financier du contrôle fiscal, sa PRIM-AUTE manifeste. 51. La mobilisation accrue des recettes fiscales internes constitue le levier principal des réformes entreprises par l'État depuis une vingtaine d'années. Elle implique dans un système traditionnellement multipolaire, une profonde mutation conceptuelle. La fiscalité interne se structure désormais, en tant que pôle central de la mobilisation des recettes publiques, autour du rendement financier. Le contrôle fiscal s'inscrit forcément dans cette nouvelle logique, chapitre 1. 52. L'administration fiscale, interpellée au premier chef par cette orientation nouvelle, s'engage dans de profondes mutations. Ces mutations situent le contrôle fiscal, comme enjeu majeur de l'administration fiscale, chapitre 2, dans un contexte marqué par une faible propension à l'élargissement du fichier des contribuables. Chapitre 1. L'objectif financier du contrôle fiscal, son affirmation soutenue. 53. Un regard rétrospectif sur la période postérieure à l'indépendance permet de constater que l'histoire de l'impôt au Cameroun n'est pas un long fleuve tranquille. L'impôt, comme le contrôle fiscal qui lui est consubstantiel tel un fils à son père, sont étroitement liés à l'État et à sa capacité de contrainte. L'impôt, le contrôle fiscal et le système fiscal sont largement tributaires de la vitalité de la puissance publique, de sa capacité à asseoir son autorité. Ainsi, les fonctions qui leur sont assignées dépendent de l'État, de ses aspirations et de ses besoins. 54. Le contrôle fiscal, à l'image de l'impôt, s'insère dans un environnement en perpétuelle mutation, où les impératifs de l'État changent. Il est ainsi appelé à jouer un rôle plus ou moins actif. Ses fonctions multiples sont mises en exergue au gré des sollicitations étatiques. Plus de 45 ans après l'indépendance, l'on relève une mutation profonde du système fiscal impliquant celle du contrôle fiscal, section 1. Cette mutation est aujourd'hui caractérisée par un élargissement notoire du champ du contrôle fiscal, section 2. Section 1. La mutation profonde des orientations du système fiscal. 55. L'impôt et son corollaire dans le système déclaratif, à savoir le contrôle, ont les mêmes fonctions en théorie.
Le choix du modèle occidental de l'État et le mimétisme fiscal ont conduit à la reproduction dans le jeune État indépendant des théories et fonctions de l'impôt. Bien qu'ayant réceptionné ces assises fiscales occidentales, le système fiscal post-colonial sera détourné de ses objectifs financiers, paragraphe 1. Ces derniers seront par la force des choses réintroduits à la faveur des processus d'ajustement structurel, paragraphe 2, non sans heurts. Paragraphe 1. La post-indépendance sous le contrôle fiscal, reproduction conforme d'un système fiscal indolent. 56. De nombreux mobiles politiques A, financiers, B, ou économiques C, ont contribué à reléguer au second rang l'objectif premier de l'impôt qui consiste à procurer les ressources nécessaires au fonctionnement de l'État. Le système fiscal, bien que constitutionnellement et légalement aménagé, s'est trouvé obstrué, plombé dans son déploiement. La diversité de sources de financement du budget de l'État a entamé toute réflexion et toute action visant un déploiement optimum du système fiscal du nouvel État indépendant. Selon le ministre délégué à l'économie et aux finances en charge du budget, dans son allocution introductive aux travaux de la réforme fiscale de 1995, si par le passé chacun, pouvoir public, citoyen, s'est accommodé d'une législation et d'une administration fiscale qui révélaient chaque jour de plus en plus de faiblesses, c'était probablement en raison d'une prospérité générale suffisante et de l'existence d'un revenu par tête d'habitant relativement confortable. Les carences de notre système fiscal étaient certes dénoncées, mais l'intérêt porté à la recherche de solutions demeurait faible. Tout se passe comme si l'autorité requise en matière fiscale et particulièrement de contrôle fiscal est mise entre parenthèses. Le seul objectif rendu pertinent est l'enracinement de l'État nouveau. A le besoin de légitimation populaire de l'État post-colonial. 57. L'impôt ne naît pas en Afrique avec la colonisation, loin s'en faut. L'Afrique précoloniale est un espace où les rapports sociaux sont construits en fonction de prélèvements divers dont la caractéristique essentielle est le sacré. Le caractère sacré de l'impôt vient non seulement de ce qu'il découle de la volonté de Dieu ou des ancêtres, mais aussi de ce qu'il a une valeur purificatrice pour l'individu qui est un éternel débiteur devant Dieu ou devant les ancêtres. Cette conception justifiera en partie les réticences des populations face à l'impôt colonial et post-colonial dont la conception, la mise en œuvre et la portée sont contraires, ou tout au moins différentes de celles de son devancier. L'impôt constituant l'une des plus anciennes prérogatives régaliennes de l'État, la conception voulue ou ressentie du rôle de l'État est toujours intimement liée à la transformation du rôle de l'impôt. Le nouvel État, acquis à la conception occidentale libérale, arbitrera en faveur de l'impôt moderne, convaincu qu'il y va de son existence et de sa légitimité. L'impôt dès lors suivra l'État dans sa stratégie d'assise de sa légitimité, qui passe par une mise en veilleuse du caractère autoritaire de l'impôt moderne contesté. Le système fiscal importé se heurte dans les États d'Afrique noire francophone à une double crise. La crise de pénétration parce que le modèle importé reste extérieur à la population et à sa culture, et la crise de légitimité dérivant de la difficulté à faire admettre l'autorité et la responsabilité d'un centre de gouvernement unique, monopolisant les diverses formes de contraintes légales. Cette crise de légitimité, née de la rencontre entre la culture fiscale occidentale dite rationnelle et la culture fiscale africaine dite sacrée, affectera d'autant plus le pouvoir de l'État indépendant que l'impôt connaît en Afrique une ère de soupçon. En effet, conçu sous la colonisation comme un instrument de civilisation, l'impôt est présenté dans l'État postcolonial comme un instrument de développement ou mieux comme une thérapie contre le sous-développement. Toutefois, cette présentation ne semble pas avoir suscité l'adhésion des populations, qui ont toujours perçu en l'impôt un outil de domination. 58. Dans ce contexte marqué par une parenté fiscale historique avec l'ancienne métropole, qui implique la reconduction de la législation fiscale coloniale ainsi que la reproduction des techniques constitutionnelles françaises en matière d'impôts, le système fiscal, comme le cadre étatique qui en est le support territorial et humain, manque de fondements traditionnels susceptibles de leur assurer l'adhésion des contribuables. La quête d'un pouvoir fiscal de développement apparaît comme une volonté d'ancrer l'action fiscale des gouvernants nouveaux dans une perspective qui galvanise les énergies et soude la population au nouveau pouvoir. Obtenir l'adhésion de la population suppose une action de légitimation,
qui passe parfois par la mise en veilleuse de certaines techniques de l'impôt occidental, notamment celles relatives à son caractère autoritaire. 59. Le recours à l'idéologie de construction nationale comme moyen de justification du prélèvement fiscal est de mise. L'État, nouvellement assuré de la légitimité juridique internationale, s'emploie à donner un fondement légitime au pouvoir fiscal nouveau qui le symbolise, afin de le faire accepter par la population. Or, sans cette acceptation, il n'est pas possible de procéder à une mobilisation des ressources fiscales nécessaires à l'édification du nouvel État. L'objectif n'est plus de recourir à la force, comme sous la colonisation. Il faut donc au pouvoir fiscal une légitimité qui ne soit pas seulement légale, mais populaire. L'État nouveau est disposé à sacrifier le caractère autoritaire et légal de l'impôt à l'autel de son acceptation, de la captation de l'imagination et des pulsions affectives des populations. Convaincu que la nation est à construire, et conscient de sa fragilité présente, les gouvernants ont convenu, à l'instar de leurs homologues africains, de la nécessité de la mettre à l'abri des forces de désintégration. 60. Ce ne sont pas les fondements conceptuels de l'impôt issus de la colonisation qui sont en cause. L'État post-colonial s'inscrit bien dans la conception de l'impôt comme prestation pécuniaire requise des citoyens par voie d'autorité et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques. Seulement, les dirigeants de l'État nouveau ont-ils peur que les résistances populaires, nées de la désacralisation du pouvoir fiscal traditionnel du fait de la remise en cause des assises du sacré animiste et du religieux islamique par l'implantation de la conception fiscale coloniale, ne se transposent sur les fondements mêmes de l'État nouveau? Pour parer cette éventualité, l'État s'abstient de déployer sa puissance publique en matière fiscale. Il s'ensuit que le système fiscal, bien qu'orienté vers l'objectif de développement national, s'abstient de toute contrainte porteuse de contestation. 61. Le dessein politique d'unité nationale s'opère dans un environnement socio-économique, peu propice à la mise en œuvre efficace de l'impôt moderne selon ses canons occidentaux. La prépondérance des activités agraires, l'ampleur de l'autoconsommation, le faible volume des revenus et des échanges, la faiblesse de la production locale, la survivance des ressorts traditionnels de la fiscalité précoloniale, les privilèges notamment en matière foncière, contribuent à ne pas exercer une action fiscale forte sur les contribuables tiraillés entre les joies de l'indépendance acquise de haute lutte et les drames de la rébellion qui déchirent le pays. 62. Cette mise en veilleuse des techniques de contrainte au service de l'impôt, bien que stratégique, n'est pas propice au contrôle dans la mesure où l'objectif premier de cette orientation étatique est de soustraire à l'impôt toute source de contrariété voire de contestation. Le contrôle, quand il existe, s'inscrit dans la même logique d'unité et de construction nationale. Par le biais du contrôle, l'État s'assure de l'adhésion de tout le pays aux idéaux de la nation. Les populations s'assurent quant à elles qu'elles font bien partie de la collectivité nationale. L'impératif financier est bien embastillé. Ce d'autant que l'État a d'autres sources de financement. B. Le recours à d'autres ressources publiques. 63. Soucieux de ne pas spolier le citoyen en raison des impératifs d'unité nationale et de faiblesse du tissu économique de l'État naissant, les dirigeants ont recouru systématiquement et abondamment à des ressources publiques alternatives. Ces ressources, nationales 1 ou internationales 2, étaient alors fondées en doctrine et en pratique. 1. Les ressources nationales. 64. Elles sont assez diversifiées. Pour tenir compte de leurs importances respectives en termes budgétaires, les recettes douanières A et celles tirées des ressources naturelles B seront tour à tour analysées. A. Les recettes douanières. 65. Le système économique hérité de la colonisation reposait sur l'économie de traite, dans laquelle les colonies n'étaient que des pourvoyeuses de matières premières en amont, et des marchés réservés à l'industrie métropolitaine en aval. Après les indépendances, il fallait donner une autre orientation et poser les grands axes de cette politique économique, c'est-à-dire définir un modèle de croissance. Sans s'enfermer dans des théories plus ou moins confuses, le Cameroun choisissait le système libéral. Mais, contrairement au principe de l'orthodoxie capitaliste, cette option ne laissait pas au seul secteur privé le soin de promouvoir le développement du pays,
étant donné que ce rôle était également dévolu à l'État. La politique douanière mise en place s'est inspirée des grandes orientations de l'État, à savoir la planification, la redistribution des revenus, l'orientation des comportements des citoyens et l'organisation de la commercialisation des produits d'exportation. Elle s'est déployée à travers les agréments des entreprises prioritaires, les valeurs mercuriales applicables aux produits de première nécessité, la contribution à la protection du tissu industriel embryonnaire et un tarif douanier véritable outil de développement. Cette politique douanière s'est édifiée autour de sa mission de pourvoyeuse de recettes, même si en arrière-plan était perceptible le souci de promotion et d'orientation de l'économie nationale. 66. En raison notamment de la forte dépendance de l'économie nationale de l'extérieur, notamment de l'ancienne métropole, l'administration des douanes a apporté des contributions financières importantes à l'État. Son apport dans le budget étatique atteindra même 40% des ressources budgétaires. De manière assez constante, sur la période post-indépendance et antérieure à l'ajustement structurel, les recouvrements douaniers contribueront de façon significative au budget de l'État. Du milieu des années 60 au milieu des années 70, les recettes douanières effectivement recouvrées constituent largement plus de la moitié du total général des recettes étatiques. 62,80% en 1969-1970, 56,45% en 1970-1971, 55,1% en 1971-1972, 54,70% en 1972-1973 et 60% en 1973-1974 pour des recettes recouvrées respectives de 47,76 milliards, 56,11 milliards, 64,99 milliards, 65,83 milliards et 68,39 milliards de FCFA. Au début des années 80, ces recettes chutent et ne constituent plus que le quart du total général. Il en est ainsi en 1981-1982, où il s'élève à 93 759 71 126 FCFA sur des recettes totales de 413 831 643 890 FCFA, en 1982-1983 où il élève à 107 547 millions FCFA sur des recettes totales de 497 927 millions FCFA. Au plus fort de la crise économique, ces recettes connaîtront un infléchissement et constitueront moins du cinquième des recettes totales. En 1988-1989, les recouvrements s'élèveront à 83 770 655 195 FCFA, sur des recettes totales de 545 446 936 290 FCFA. 67. L'orientation budgétaire de la douane sera mise à mal par l'entreprise de désarmement douanier, initiée par le GATT puis par l'OMC. L'objectif de libéralisation des échanges internationaux sur la base de règles concertées, tant sur le plan de la réduction des entraves aux échanges que sur celui de l'organisation des relations commerciales entre États membres, confinera à une division internationale du travail, qu'aucune mesure contingentaire ne saurait contrarier. Cet horizon incontournable des relations commerciales internationales aboutit à une reconsidération de la place des recettes douanières dans les stratégies de mobilisation des recettes publiques. Ces dernières sont assez fluctuantes et dépendent de variables peu maîtrisables par les autorités publiques nationales. Il en est ainsi des conditions de compétition internationale, de la fixation des termes de l'échange, bref de la création de la matière sur laquelle s'applique le tarif douanier, encore que la pertinence économique de cette orientation douanière, d'essence ricardienne, n'est pas exempte de critiques. Cette orientation a une forte implication sur le contrôle fiscal. Le contrôle, jadis important à la porte, se fait à l'intérieur dans la mesure où les gisements fiscaux sont reconfigurés. B. Les recettes tirées des ressources naturelles. 68. Le Cameroun est un pays géographiquement favorisé. Son sol et son sous-sol sont largement fournis de matière lui procurant un avantage certain dans la quête du bien-être de ses populations. Il dispose à cet égard d'importantes ressources minières et pétrolières qui ont permis à l'État dès l'accession à l'indépendance de disposer de ressources publiques.
Il en est résulté le développement des activités d'exploitation du sol et du sous-sol, dont l'effet a été d'exercer une influence déterminante sur la fiscalité. 69. L'exploitation des richesses pétrolières a permis à l'État de bénéficier de ressources considérables, et par conséquent d'exercer sur le reste de l'activité une pression fiscale modérée et même parfois très faible, alors même que l'État se lançait dans une politique ambitieuse d'investissement et de modernisation. L'importance des ressources et l'envol des prix qui a découlé de l'action de l'OPEP, principalement à partir de la guerre du Kippour, ont permis à l'État de disposer d'une manne, l'amenant à se détourner de toute action contraignante de fiscalité interne. Ces ressources ont permis, non seulement d'assurer la couverture d'une forte proportion des dépenses budgétaires, mais aussi d'exercer une action financière importante sur le plan international. Les redevances pétrolières, produits des concessions accordées aux entreprises du secteur pétrolier, contribuent à hauteur du quart des recettes totales et constituent de loin le premier pourvoyeur de recettes non fiscales. Les retombées budgétaires liées à cette ressource naturelle, après une longue croissance, se sont stabilisées avant de rentrer dans une phase d'oscillation. On relève des réalisations de 131,08% par rapport aux prévisions, se situant à 32,71% des recettes totales réalisées en 1990-1991, et 2 ans plus tard, des réalisations de 67,72% par rapport aux prévisions et constituant 18,73% des recettes totales. Les déterminants fondamentaux de ces rentrées sont peu maîtrisables à l'échelle nationale, ceci au double plan technique et commercial. 70. Les retombées budgétaires de l'exploitation minière ont été moins importantes en raison notamment d'une forte dépendance du pays de l'extérieur et d'une forte instabilité des recettes. En effet, cette exploitation requiert des moyens technologiques et financiers dont ne dispose pas le pays. Celui-ci se trouve dans l'obligation d'avoir recours à des investisseurs étrangers, ce qui crée de facto une dépendance qui se manifeste en ce qui concerne aussi bien les possibilités d'exploitation des gisements que les résultats de cette exploitation. Pire, l'État dépend largement des cours des minerais dont il ne maîtrise pas la fixation et doit, pour attirer les exploitants étrangers, mettre en place des régimes fiscaux qui leur sont favorables. Il en découle une forte instabilité des recettes liées aux ressources minières. Mais bien qu'inconsistante et instable, ces recettes constituent une source de rentrée pour l'État, lui épargnant ainsi le recours à une ponction contraignante sur ses contribuables. 2. Les ressources d'origine extérieure. 71. Les plus importantes dans les budgets successifs de la période post-indépendance sont l'emprunt A et l'aide B. A. L'emprunt. 72. L'emprunt se veut une prestation monétaire que les particuliers et les institutions financières versent volontairement aux collectivités publiques, moyennant une promesse de remboursement du capital et un service d'intérêt. Il se distingue fondamentalement de l'impôt en ce qu'il se veut volontaire, temporaire et comporte une contrepartie. L'impôt, quant à lui, tout au moins dans sa définition classique, est un prélèvement obligatoire, définitif et dépourvu de contrepartie. Longtemps combattu par les financiers classiques en raison du détournement qu'il opère sur l'épargne privée, au profit d'activités publiques par nature improductives, et en raison du transfert des contraintes imposées aux générations futures par la génération ayant contracté la dette, l'emprunt a trouvé en théorie et en pratique quelques avantages. Il en est ainsi des privilèges fiscaux attachés aux rentes de l'État de nature insaisissable. 73. L'emprunt extérieur a constitué dès l'accession à l'indépendance une ressource budgétaire importante. Les besoins cruciaux de développement et la faiblesse du capital privé local ont poussé l'État à recourir à un endettement massif auprès des bailleurs de fonds internationaux. Ce recours s'est opéré auprès des créanciers privés et majoritairement auprès des créanciers publics. Au moment de la hausse des cours des matières premières exportées, l'euphorie s'empare des agents économiques publics et entraîne un accroissement des dépenses nationales et notamment des dépenses publiques. Les ressources propres sont abondantes et les emprunts sont faciles. Les statistiques permettent de retracer une croissance continue de l'endettement extérieur du pays. L'encours total est passé de 260,3 millions de dollars en 1971 à 2735,8 millions de dollars en 1981, soit 10 fois le volume des dettes du début de la période.
Cet encours de 1981 a doublé de nos jours. Mais le retournement sera brutal. La détérioration persistante et importante des recettes extérieures et l'extraversion du secteur industriel et financier ont rapidement créé un cercle vicieux. La diminution des disponibilités en devises freine les importations et réduit le PIB et par contre-coup, les possibilités d'honorer les échéances de la dette. 74. La crise de l'endettement que montrent à suffisance les difficultés de remboursement de la dette aussi bien publique que privée dès le début des années 1980, permet de relativiser la place de l'emprunt comme source de financement du budget national. La mauvaise utilisation des ressources acquises grâce à l'endettement, investissement à rentabilité nulle ou très différée, dépenses militaires et de consommation, exportation des capitaux privés, l'inefficacité des solutions traditionnelles de règlement de la crise de l'endettement, l'endettement supplémentaire lié au service de la dette constituent des ingrédients suffisants d'une politique d'austérité vis-à-vis de l'endettement. Le recours au FMI, véritable portier avec lequel il faut s'entendre pour avoir accès au club de ceux qui détiennent les moyens de financement, est plus qu'une nécessité. Ces orientations en termes d'ajustement structurel sont connues. B. L'aide publique au développement. 75. Le passé récent est riche d'expériences de pays qui ne parvenant pas à générer une épargne intérieure suffisante pour financer leur essor économique, ont recherché des fonds auprès d'autres pays. Les États-Unis pendant la période antérieure à la guerre de sécession, la Russie pendant les 3 décennies qui ont précédé la Première Guerre mondiale et la Révolution communiste, l'Europe après la Seconde Guerre mondiale notamment avec le plan Marshall, sont des illustrations de ce besoin public de l'aide étrangère. 76. L'aide publique au développement constitue des flux préférentiels. Elle peut se subdiviser en aide bilatérale, accordée directement par un pays à un autre, et en aide multilatérale, où des organismes internationaux comme les Nations Unies, la Banque mondiale et les banques régionales de développement qui reçoivent des fonds qu'ils donnent ou prêtent à leur tour aux pays en développement bénéficiaires. Enfin, l'aide peut prendre la forme d'une assistance technique par la mise à disposition de personnes compétentes pour augmenter le niveau des connaissances techniques nationales, ou d'une assistance en capital, par l'apport de financement ou de produits de base en vue d'objectifs divers. 77. Le Cameroun, à l'instar de nombreux pays africains, en a bénéficié pour financer les dépenses budgétaires. 78. L'objectif des bénéficiaires de l'aide ne coïncide pas toujours avec celui des donateurs. Une évolution significative marque en effet la logique économique de l'assistance au développement, évolution sur laquelle les bénéficiaires ont peu d'influence. Au cours des années 50, l'objectif principal est d'accroître rapidement la production et les revenus par l'augmentation du montant des fonds intérieurs et étrangers disponibles pour l'investissement. Dans les années 60, la priorité est donnée à l'assistance technique en matière de santé et d'éducation. Pendant la décennie suivante, l'aide s'est orientée vers la promotion de la croissance économique. Dans les années 80 et au début des années 90, les donateurs et en particulier la Banque mondiale ont mis l'accent sur la stabilisation macroéconomique et l'ajustement structurel. L'environnement et la démocratisation rentrent ces dernières années au rang des priorités majeures de l'aide publique au développement. 79. En plus de la faiblesse de la corrélation qui relie les apports d'aide et la croissance économique, et de la critique qui présente l'aide publique étrangère comme un mécanisme de perpétuation de la dépendance économique et politique, au strict plan budgétaire, l'aide présente des limites. Elle ne peut fonder une stratégie pérenne de financement du budget de l'État. 3. Des incitations fiscales surabondantes. 80. L'indépendance supposait tout au moins au plan théorique que l'État accède à la souveraineté politique et fiscale internationale, c'est-à-dire à la capacité de définir, sur la base de règles constitutionnelles et juridiques internes librement édictées, un système d'impôt présentant une autonomie technique et budgétaire par rapport au système susceptible d'entrer en concurrence avec lui. La pratique ne répond pas fidèlement à cette énonciation. En effet, l'idéologie du développement à laquelle souscrivent ces différents États comporte, entre autres thérapies pour combattre le sous-développement,
la politique d'incitation fiscale qui attirerait par ses faveurs fiscales les capitaux étrangers. Cette option qui a conduit à une extraversion de la décision fiscale, a entraîné l'adoption d'un arsenal juridique qui concédait le statut d'entreprise prioritaire aux entreprises immobilières, de culture industrielle, de transformation de produits agricoles, de fabrication et de montage de biens de consommation, d'extraction et de production de l'énergie. La loi préconisait également les conditions requises pour y parvenir et instituait en faveur de certaines entreprises d'importantes mesures fiscales d'allègement, de report de déficit, d'amortissement exceptionnel, de réévaluation des immobilisations ou d'exonération allant même pour certaines d'entre elles, qualifiées d'indispensables au développement économique, jusqu'à un régime de longue durée leur garantissant la stabilité des charges fiscales. Encore fallait-il être agréé en cette qualité. Les conditions d'agrément n'étaient pas draconiennes, car il suffisait que l'activité de l'entreprise concourût à l'exécution des plans gouvernementaux de développement, ou que cette entreprise effectuât des investissements d'une importance stratégique pour le pays. 81. L'unanimité ne se fait pas autour de la pertinence économique des incitations contenues dans le Code des investissements. Pour ses partisans, l'incitation fiscale constitue la panacée universelle. L'histoire économique démontre que des schémas d'industrialisation des pays comme le Japon, la Corée, Taïwan et le Brésil se sont servis de cette pratique pour atteindre des résultats significatifs. Le recours aux faveurs fiscales résout le problème crucial des capitaux sans que le pays soit obligé d'emprunter et d'alourdir sa dette extérieure, et permet un transfert de technologie. Les pertes fiscales consenties par le pays permettraient le financement de projets plus rentables. Ce dernier postulat ne s'est pas toujours avéré vrai. C'est en fait inverser le problème, car seule la création des entreprises génère le flux fiscal et non le contraire. Dans tous les cas, les exemptions fiscales prévues sont limitées dans le temps et à l'expiration des délais. Le droit commun en matière fiscale redevient applicable. Ces évidences historiques permettent aux critiques de formuler au moins 3 niveaux d'arguments défavorables au régime fiscal dérogatoire. 82. Au plan politique, le contexte d'émergence et les rapports de force au plan international font du Code des investissements en fait une véritable planification du néocolonialisme dans la mesure où avec le recul du temps on s'aperçoit qu'une véritable compétition dans le domaine des concessions offertes s'est développée au sein des entités économiques nationales. Plus encore, les clauses juridiques y contenues trahissent une hégémonie et une perpétuation de la dépendance. Au plan industriel, il s'agit d'une modernisation apparente car elle n'a pas de prise réelle sur l'économie. En dehors de quelques industries de transformation de produits agricoles, la plupart des entreprises utilisent des matières premières importées ou des éléments de montage. La conséquence de ce véritable saupoudrage est une mauvaise répartition sectorielle et géographique des investissements car l'initiative échappe en effet, dans une très large mesure au pouvoir public. Enfin, sur le plan économique, l'octroi du statut d'entreprise prioritaire crée un esprit protectionniste et une mentalité incompatible avec l'esprit de concurrence qui doit régner dans une économie saine. Il est constant que la plupart des entreprises agréées ne sont guère compétitives sur le marché, malgré des mesures vigoureuses de protection. Ce régime favorise la fraude, d'autant plus que le contrôle des engagements souscrits est peu efficient et qu'il relève de la compétence de services distincts de ceux en charge de la fiscalité interne. 83. Les résultats ne furent pas à la hauteur des espérances. Au plan fiscal, il est difficile d'exercer sur l'économie une influence directe à l'aide de la fiscalité, parce que les impôts sont des instruments conçus pour prélever et non pour diriger. La fiscalité est une chirurgie non pas du corps mais du portefeuille. Or on ne dirige pas avec un bistouri, on tranche. Il paraît donc préférable que la fiscalité soit le dernier moyen de direction à utiliser, celui auquel on recourt lorsque les autres ont échoué. 124. Les pertes fiscales sont évidentes. Elles découlent des exonérations diverses en matière de droits d'enregistrement, en matière de plus-value, des réductions notamment en matière de réinvestissement et de déduction de la TVA. On ne saurait oublier les effets pervers créés par ces incitations que constituent la fraude et l'évasion fiscale. 125. À la fraude et à l'évasion peuvent s'ajouter l'arbitraire et 124 l'or
Traité de politique fiscale. Paris 1956, page 320. 125 Noubi CS. La problématique des exonérations fiscales au Cameroun. Yaoundé, Mémoire de sortie ENAM, 1998, l'inéquité. Ainsi, aucune exonération fiscale ne peut garantir la rentabilité d'un investissement. Les codes des investissements et les zones franches industrielles ne peuvent donc en aucun cas être des occasions d'investir pour le capital étranger. Leur impact réel est de transformer les pays sous-développés en de véritables paradis fiscaux pour le capital étranger, ce qui se traduit sur le plan budgétaire par des moins-values substantielles. 84. Au plan économique, certaines entreprises vécurent sur un rythme de croisière sans souci d'efficacité et de recherche de profit, sans mettre en valeur leurs privilèges fiscaux pour engranger des bénéfices ou améliorer leur productivité. Cette politique, après avoir assuré un essor certain de l'industrie, en arrivait à conforter les entreprises dans une situation de monopole préjudiciable au dynamisme économique. 85. S'appuyant sur des perspectives économiques appréciables, un endettement jugé moins élevé que celui de ses principaux voisins ou de pays aux caractéristiques économiques similaires, et grâce à la manne pétrolière, l'État s'est préoccupé de construire son autorité et l'unité nationale. Les prélèvements internes ont été quelque peu délaissés. L'État se contentait du minimum fiscal. La crise économique profonde, dans laquelle plonge le pays entier au milieu des années 80, due au réajustement à la baisse du prix du pétrole et des autres matières premières, à la modification de la parité du dollar en francs CFA, interpelle les acteurs publics. Le retard pris par l'État dans l'ajustement de ses dépenses et l'insuffisante maîtrise de ses recettes fiscales non pétrolières obligent l'État à recourir aux bailleurs de fonds internationaux. La thérapie proposée se décline en termes d'ajustement structurel. Paragraphe 2. L'ajustement structurel ou la consécration du rendement comme objectif majeur du système fiscal. 86. La conclusion par le Cameroun de son premier accord de conformation avec le FMI marque l'ouverture d'une nouvelle ère porteuse de répercussions fiscales importantes. Elle attribue à l'impôt et partant au système fiscal des missions jusqu'ici faiblement affichées. Les institutions financières, par leur implication et leur stratégie, instillent des idées fiscales nouvelles, dont la conséquence en matière de contrôle fiscal sera son inscription dans la logique nouvelle et dominante de rendement. Les idées fiscales des institutions financières multilatérales. 87. Les postulats essentiels des bailleurs de fonds multilatéraux 1. Ne sont pas exempts de limites 2, tant qu'ils semblent être fixés ne varier tour dans le temps et l'espace. 1. Les postulats fiscaux de l'ajustement structurel. 88. Les orientations conceptuelles des bailleurs de fonds internationaux, laissent percevoir après une décennie de mise en œuvre, une embellie certaine, dans la mobilisation des recettes fiscales internes. Les orientations conceptuelles de l'ajustement structurel. 89. Dans le cadre du PA, des économistes du FMI ont réalisé pour le compte du gouvernement camerounais une série d'études résumant les explications rationnelles de la principale cause du déséquilibre des finances publiques nationales, à savoir l'inconsistance des recettes fiscales. L'essentiel de ces études pilotées par le département des finances publiques du FMI se trouve dans deux rapports initiaux suffisamment synthétiques, ceux de Jean-Pierre Cornely et Karim Nachachibi. Marginalisant la croissance continue et incompréhensible des dépenses publiques, ces rapports affirment que c'est le manque à gagner dû au rendement décroissant de l'impôt qui fragilise la stratégie gouvernementale de stabilisation et de relance économique. Selon ces rapports, la baisse des revenus fiscaux de l'État est la somme des diminutions de rendement de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, de l'impôt sur le chiffre d'affaires intérieur, ICAI, et aussi de façon incrémentale, la somme négative de quelques facteurs structurels tels que la limitation de l'assiette ou le problème des entreprises publiques et des arriérés de l'État. La diminution de l'impôt sur les sociétés est attribuée à la baisse de l'activité économique, à la forfaitisation, à l'ampleur des exonérations, au long délai de paiement et à l'incivisme fiscal. L'ICAI connaît pour sa part une chute en raison des causes quasi similaires. 90. Les institutions de Bretton Woods,
proposent dans leur rapport une approche technique et chiffrée pour la sortie de crise. La thérapie retenue vise une grande simplification du système fiscal, la réduction des distorsions, l'élargissement de l'assiette en vue d'une augmentation soutenue du rendement. Elle ambitionne une réorganisation du cadre légal des impôts indirects par des négociations communautaires, le réaménagement du système des impôts directs et la redynamisation de l'administration fiscale. Par ailleurs, les partenaires financiers envisagent des mesures visant à stopper la détérioration du déséquilibre budgétaire. Ceci va de l'élargissement du champ d'application de l'impôt sur le chiffre d'affaires intérieur, à l'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée, en passant par une plus lourde taxation des bénéfices non distribués, des dividendes, des plus-values et par une réorganisation du système de l'impôt général sur le revenu des personnes physiques, la réduction des régimes fiscaux dérogatoires et l'harmonisation de leur contrôle, la recherche de nouvelles matières imposables sous la forme des apostrophes, une fiscalisation des domaines traditionnellement abandonnés, monde rural. Il recommande également une restructuration des services de recouvrement. 91. Optimistes par vocation, les experts du FMI ont à l'occasion préparé une liste exhaustive et quantifiée des mesures à prendre par le gouvernement, celles-ci devant rapporter selon eux 134 milliards de FCFA en un exercice, soit 4% du PIB, à compter de la mise en œuvre effective des mesures suggérées. Ces mesures, d'essence libérale, sont mises en œuvre par les pouvoirs publics et laissent percevoir une embellie budgétaire. Elles s'articulent autour d'une transition fiscale dont la TVA se trouve être le socle. B. La concrétisation de l'accroissement des recettes fiscales. 92. Pour parvenir à l'augmentation continue des recettes fiscales internes, observée depuis plus d'une décennie, l'État a opéré une réception législative, des prescriptions des institutions financières multilatérales. B1. La traduction législative du partenariat avec les bailleurs de fonds. 93. La mise en forme législative des orientations convenues avec les institutions de Bretton Woods, conformément à la Constitution qui impartit la compétence fiscale au Parlement, s'est faite en 2 temps. La réforme fiscale intervenue en 1994 marque la césure entre les 2 moments de l'action législative. Les lois de finances successives sont demeurées le support juridique essentiel de cette concrétisation. 94. Avant la réforme fiscale, l'essentiel de l'action législative a porté sur un élargissement de l'assiette de certains impôts susceptibles de rentabilité immédiate, sans susciter la contestation des populations encore marquées par les effets de la crise économique ambiante. Les principaux temps forts législatifs cristallisant les nouvelles orientations dans l'ordre juridique interne, en l'occurrence par le biais des lois de finances, sont 1988 à 1989, l'institution de la taxe sur la propriété par les articles 273 à 283 du CETC et l'introduction du forfait TPBIC et ICAI dans les éléments constitutifs de la patente par les articles 50 nouveaux et 242 du CGI. 1989 à 1990. L'institution d'un minimum de perception de 1% sur le chiffre d'affaires en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 24 nouveau du CGI, et l'introduction des avantages fiscaux au profit des entreprises qui investissent ou réinvestissent, ainsi que des amortissements exceptionnels par les articles 139 à 142 du CGI. 1991 à 1992. Introduction de l'imposition d'après les signes extérieurs de vie par l'article 40 nouveau du CGI, et organisation du régime de la taxe à l'essieu par l'article 338 du CETC. 1992 à 1993. Introduction de la taxe sur le produit des jeux de hasard et de divertissement par les articles 226 bis du CGI. 1993 à 1994. Introduction et aménagement de la TCA par l'ordonnance 94001 et 94002 du 24 janvier 1994. 1994 à 1995. Institution du report déficitaire par l'article 11 nouveau du CGI. Toutes ces mesures seront accompagnées au plan monétaire par la dévaluation du franc CFA, intervenue le 12 janvier 1994. 95.
Après la réforme fiscale dont les travaux se sont tenus du 8 janvier au 8 mars 1995 à Yaoundé, la mise en musique législative des nouvelles orientations s'est déclinée en 2 temps. Un premier temps a consisté en l'accentuation du droit fiscal matériel engagé avant les travaux de la réforme. Un second temps a permis un toilettage des procédures fiscales. Ainsi peut-on noter au plan du contenu des normes, l'aménagement d'un impôt contemporain, l'institution de l'impôt libératoire, article 50 nouveau de la loi de finances 1995-1996, le réaménagement de la contribution des patentes par les articles 173 à 96 de la loi de finances 1996 à 1997, l'institution de la taxe sur la valeur ajoutée par article 8 de la loi de finances 1988 à 1999 qui abroge l'ordonnance sur la TCA, le réaménagement des régimes d'imposition par la loi de finances 1999 à 2000. Ce mouvement législatif d'ordre substantiel assez diffus au départ commence à s'attaquer à des impositions majeures. Après l'imposition de la consommation, il a continué avec la réforme de l'imposition des revenus des personnes physiques intervenue avec la loi de finances 2003, dont les dispositions établissent un impôt unique sur le revenu des personnes physiques. 96. Les avancées procédurales majeures sont traduites dans le livre des procédures fiscales dont les aspects touchant au contrôle constituent la trame de ce travail. Les aspects liés aux déclarations fiscales, au paiement de l'impôt sont également revus et traduisent une longue maturation. Ces réajustements du dispositif légal ont permis à l'État de mobiliser des recettes appréciables. V2. L'accroissement significatif des recettes fiscales. 97. Les retombées des ajustements du système fiscal depuis la mise en œuvre des premières mesures fiscales issues du partenariat avec les institutions financières multilatérales sont assez perceptibles au fil des exercices budgétaires. Elles permettent de recentrer le financement du budget de l'État sur des efforts internes, sur des variables impulsées par le contribuable. En termes chiffrés, l'on est passé d'une situation de recettes internes recouvrées d'environ 184 milliards en 1987-1988, représentant 31% du total général des recettes de l'exercice à 688 milliards en 2003, représentant 46,7% du total des recettes budgétaires de cet exercice. 98. La courbe ci-après traduit le mieux l'augmentation des recettes fiscales depuis le début du processus d'ajustement structurel. 99. À ce niveau, il y a lieu d'apporter une précision de nature théorique. Si en théorie le FMI fixe indifféremment comme objectif l'amélioration des recettes, ou une diminution des dépenses dans la perspective financière de stabilisation par l'équilibre du budget, en réalité, l'option du FMI est clairement en faveur d'une compression des dépenses plutôt que d'une augmentation des recettes. L'augmentation des recettes découle d'un élargissement de l'assiette, c'est-à-dire de la matière imposable et non des taux, ce qui serait contraire au credo libéral que défendent les bailleurs de fonds multilatéraux. 100. Le processus ainsi suivi permet de réaliser de substantiels gains en termes de recettes fiscales, mais il reste que sa conception et sa mise en œuvre ne sont pas exemptes de critiques. En plus de celles connues au plan économique général, nous en relevons quelques-unes au plan fiscal. 2. Les limites fiscales de l'ajustement structurel. 101. Elles peuvent être relevées au moins à 2 niveaux. D'une part, une insuffisante maîtrise du système fiscal pré-ajustement caractérisé par un dualisme structurel, A, et une cadence des réformes qui trahit la nature extravertie des décisions prises, B. A. La marginalisation préjudiciable du dualisme structurel du système fiscal camerounais. 102. L'une des critiques généralement formulées à l'endroit des programmes d'ajustement structurel est leur conception externe, sans prise sur le réel. Ainsi, les bailleurs de fonds, dans leur analyse des causes de la crise, et ce dans tous les pays où ils agissent, non seulement scrutent uniquement les données statistiques formelles, mais également n'accordent la préférence qu'aux grilles de lecture auxquelles ils sont habitués dans l'analyse des pays euro-américains. Cette approche a certainement l'avantage de la commodité, mais il empêche précisément de faire une connaissance en profondeur qui exige de l'analyste,
non seulement des efforts incessants pour appréhender les phénomènes sociaux aux différents niveaux de la réalité sociale, mais aussi l'adaptation des instruments heuristiques à chaque type de société soumis à l'analyse. 103. Dans le cas précis du système fiscal camerounais, le défaut d'imprégnation et de compréhension de la culture et de l'histoire fiscale précoloniale, coloniale et post-coloniale a biaisé l'analyse des bailleurs de fonds. En effet, l'histoire fiscale montre bien les déterminants du système fiscal traditionnel fondé sur le sacré et le religieux. Il s'agit d'un système précolonial présentant l'impôt comme un sacrifice aux ancêtres, comme une marque recognitive de souveraineté et d'adhésion aux institutions ancestrales, aménagée de manière segmentaire ou unitaire, animée par des autorités traditionnelles ou religieuses sur la base de contrôles parentaux, voire populaires, palabres africaines. Cette histoire précoloniale s'est poursuivie sous la colonisation par une invalidation du pouvoir fiscal traditionnel et une implantation du pouvoir fiscal colonial. Ceci a abouti à des révoltes fiscales résultant d'un conflit d'allégeance et d'une définition extensive de l'impôt. La répression imparfaite de ces révoltes, engagées sous la colonisation, continuera après l'indépendance par l'État acquis aux conceptions occidentales de l'impôt. Il en est résulté, dans le système fiscal étatique, un dualisme structurel consistant en un dédoublement de l'espace et de l'action fiscale. La coexistence d'un village naturel, lieu de rattachement, et d'un village urbain, lieu de dépendance fiscale, la double allégeance traditionnelle et étatique des contribuables, la sauvegarde d'une identité villageoise et la promotion de l'idéologie d'unité nationale, l'imposition d'un modèle de développement extraverti face à une conception du développement de type villageois, sont autant de facteurs qui nourrissent et entretiennent le dédoublement du système fiscal. Ce dualisme est nettement marqué par l'existence de deux compartiments, l'un dit formel, acquis aux règles fiscales et économiques classiques, et l'autre dit informel, réfractaire à ces règles. 104. L'approche analytique des institutions financières multilatérales, forme d'ethnocentrisme fiscal, conforte la coexistence dans le système fiscal d'un secteur moderne et d'un secteur non documenté quand les deux ne s'imbriquent pas. Dans le processus actuel de mutation de ce système fiscal, cette coexistence est un obstacle majeur dans l'entreprise de mobilisation des recettes publiques. D'une part, les contribuables du secteur moderne, minoritaires en nombre et principaux pourvoyeurs de recettes, sont le terreau d'application de la fiscalité. Ils déplorent la concurrence déloyale qu'institue la pression fiscale qu'ils subissent, alors que les entités du secteur informel concurrentes ne la subissent pas. Aussi invitent-ils le gouvernement à fiscaliser le secteur informel. D'autre part, les règles fiscales destinées au secteur informel sont inconsistantes et pénalisantes, insusceptibles de favoriser la confiance et la responsabilisation, qui sont pourtant les gages de leur insertion dans le système fiscal étatique. Dans cette optique, et dans la mesure où l'économie souterraine existe dans tout système fiscal, sa maîtrise dans chaque système doit tenir compte des caractéristiques propres de chaque forme de résistance. À cette insuffisance d'origine conceptuelle, se greffe un frein d'ordre psychologique. B. Le sentiment d'extraversion des mesures fiscales adoptées. 105. L'un des freins majeurs à l'assimilation des réformes et à l'application des mesures fiscales, qui sont loin d'être des en soi négatifs, réside dans l'idée fort répandue que lesdites mesures sont imposées à l'État. On doit se rendre à l'évidence que les conditionnalités dans un contexte d'ajustement structurel constituent une nouvelle forme de tutelle internationale qui se drape du voile pudique des réformes économiques indispensables et consenties par l'État sous-développé. Et une analyse serrée des instruments juridiques de la coopération entre le FMI et les pays sous ajustement conforte cette idée. 106. Dans la pratique, la relation est enclenchée par une lettre d'intention de l'État demandeur auprès de l'institution de Bretton Woods. Cette lettre est adressée par les autorités de l'État en question au FMI pour indiquer les actions qu'elles entendent mener au cours de la période d'application du PAS pour lequel le soutien du FMI est sollicité. À la suite de cette lettre d'intention, le FMI analyse en détail la situation du pays et s'engage des négociations entre le pays demandeur et le FMI en vue d'adapter le contenu du programme et les conditions du crédit aux perspectives de redressement de l'économie et de la balance de paiement. Une fois les négociations bouclées,
Le dossier est soumis au conseil d'administration du FMI pour décision, accord de confirmation ou stand-by agreement, qui donne à l'État bénéficiaire le droit d'effectuer des tirages à concurrence d'un montant spécifié sur une période déterminée. Les États sont appelés à mettre en place le dispositif juridique et pratique susceptible de traduire dans la réalité interne les mesures édictées dans le programme financier convenu. Le rapport de force profondément déséquilibré entre les institutions financières multilatérales, détentrices des ressources et passage obligé vers l'accès aux ressources des autres bailleurs multilatéraux ou bilatéraux, et l'État demandeur, démuni financièrement, empêtré dans une crise multidimensionnelle, ne laisse pas de marge de manœuvre à ce dernier. Ce qui fait qu'en dépit de la controverse sur la nature juridique des accords de confirmation, ces derniers sont particulièrement contraignants et permettent au FMI de véhiculer aisément ou de semer à tout vent la bonne parole libérale. 107. L'idée d'extraversion est enfin soutenue par la destination des recettes fiscales mobilisées. En effet, une part substantielle de ces recettes est destinée au remboursement de la dette. L'effort requis des contribuables n'est pas apprécié dans la mesure où la part des ressources mobilisées affectées aux biens et services collectifs est assez insignifiante pour des populations aux attentes immenses. En moyenne sur les 10 années qui ont suivi le début du processus de l'ajustement structurel, 26% des recettes budgétaires sont réservées au remboursement de la dette alors que 5% seulement sont alloués aux opérations de développement. Bien que les proportions aient légèrement changé en 2003, 14% des recettes budgétaires demeurent réservées au remboursement de la dette alors que pour le même exercice 13% sont alloués aux projets de développement. Cette situation constitue une contrainte forte pour l'action étatique de création de infrastructures publiques. Le ministre de l'Économie et des Finances l'a reconnu en ces termes, c'est véritablement le nœud. Le problème essentiel du Cameroun à l'heure actuelle est la trop grande importance du service de la dette, qui représente 33% des recettes budgétaires et 34% des recettes d'exportation. Cet état de fait, qui au plan théorique donne raison à la critique des financiers classiques sur le transfert par l'emprunt des charges d'une génération sur l'autre, constitue la lame de fond de la critique des aspects fiscaux de l'ajustement structurel. On lui reproche ainsi de ne pas servir les objectifs de développement des États concernés. L'admission récente du Cameroun au point d'initiative pays pauvres très endettés, PPTE, n'offre pas encore les bases d'un infléchissement de cette analyse. 108. Ce sentiment d'extraversion se double d'une autre insuffisance liée à l'étendue et à la vitesse des réformes envisagées. En effet, une politique fiscale à la fois ambitieuse et prudente, qui voudrait s'inspirer de l'équité et de l'efficacité, ne peut certainement pas prendre le risque de réformes d'ensemble aux effets généralement imprévisibles. Il s'agirait plutôt de définir des orientations à moyen terme, dont la mise en œuvre résulterait d'ajustements partiels et progressifs. La mise en œuvre actuelle des réformes perd de vue ce cadrage prudentiel. Les réformes actuelles concernent tous les grands impôts, impôts sur le revenu, impôts sur la consommation, les taxes fiscales. Il va plus loin encore, notamment dans la réforme organique. Cette cadence pose inévitablement le problème de l'évaluation sectorielle de chaque réforme. Il n'est pas certain que des bénéfices soient attachés à chacune. 109. La critique ci-dessus, fondée par ailleurs, n'entame pas la réalité d'une redynamisation du système fiscal interne que montre à suffisance l'embellie des recettes. Cette redynamisation du système fiscal, compte tenu de la nature déclarative de ce système, emporte celle du contrôle fiscal. Ce dernier s'inscrit dès lors dans la logique dominante du rendement fiscal. B. L'inscription du contrôle fiscal dans une logique structurante de rendement. 110. Le contrôle fiscal, après une période de léthargie, a retrouvé dans le contexte d'ajustement structurel marqué par des attentes accrues de l'État en termes de recettes fiscales, un dynamisme nouveau. Il ne pouvait en être autrement. Le système déclaratif fait du contrôle fiscal un pilier essentiel de son bon fonctionnement. L'inscription du contrôle fiscal dans cette quête soutenue du rendement financier est manifeste dans la définition des objectifs du contrôle fiscal en termes de nombre de contrôles à effectuer, 1, et de recettes attendues suite aux différents contrôles, 2. 1. L'imposition d'un nombre de contrôles à exécuter par exercice budgétaire. 111.
Au terme de l'instruction numéro 6992, MINFIDIDECF portant orientation des activités du contrôle fiscal pour l'exercice 2002 qui institue cette mesure, l'une des missions essentielles du contrôle étant d'assurer une large couverture du tissu fiscal, une réforme fondamentale a été introduite afin de mettre un terme au phénomène d'inadaptation entre les objectifs théoriques fax accent aigu S en début d'. Exercice et le fichier réel des structures de contrôle qui obligeaient les services à multiplier les descentes chez les mêmes contribuables. Cette instruction fixe à 25% du fichier le nombre plancher de contrôle à effectuer par chaque structure de contrôle et pour chaque type de contrôle. Ce plancher permet que l'ensemble du fichier soit couvert au bout d'une période maximale de 4 ans, évitant ainsi que certains exercices ne soient prescrits avant d'avoir été contrôlés. Qu'il s'agisse de vérification générale ou partielle, de vérification de situation fiscale d'ensemble ou de contrôle sur pièces, le fichier de chaque structure gestionnaire doit être contrôlé au minimum à 25% par exercice, quitte à répartir ces 25% entre des structures appropriées lorsqu'elle n'est pas compétente pour un type de contrôle. Pour les structures qui n'ont pas en charge la gestion d'un fichier, l'évaluation des performances individuelles des vérificateurs est faite en fonction du nombre de contrôles effectués. L'instruction détermine également le plancher de contrôle à effectuer par vérificateur de ces structures qui varie entre 8 contrôles par an minimum pour les vérificateurs des structures centrales, 5 vérifications générales et 3 vérifications partielles, et 4 contrôles par an minimum pour les vérificateurs des structures provinciales, 2 vérifications générales et 2 vérifications partielles. 112. Cette répartition du nombre d'affaires opérées par le directeur général des impôts est susceptible de réaménagement notamment lorsque le chef d'une structure provinciale l'estime nécessaire, eu égard à la carence en personnel ou afin de parvenir à une répartition plus équilibrée des tâches de contrôle au sein de sa circonscription fiscale. Il peut décider de faire effectuer des contrôles ressortissant de la compétence d'une structure de contrôle par d'autres services de la province. Ce réajustement doit au préalable être signalé à la division des enquêtes et du contrôle fiscal de la Direction générale des impôts. 113. La fixation d'un nombre de contrôles à exécuter par structure et par vérificateur, louable en ce qu'elle permet théoriquement à l'administration de ne rentrer en contact avec un contribuable sur place que tous les 4 ans et à partir du bureau tous les ans, pêche par une absence de caractère contraignant. Le régime des sanctions pour des chefs de structure ou des vérificateurs n'ayant pas atteint leurs objectifs, quand il existe, n'est pas assez contraignant. 114. De même, cette détermination du nombre d'affaires n'étant pas contraignante, il n'est pas exclu de rencontrer en pratique des contrôles récurrents chez un même contribuable alors qu'un autre contribuable de la même circonscription fiscale ne voit pas passer l'administration. 115. Des écueils liés au tissu fiscal et à des contraintes organisationnelles viennent également saper l'édifice de la répartition des contrôles par structure et par vérificateur. De nombreuses structures n'ont pas un fichier susceptible de couvrir le nombre de contrôles nécessaires aux vérificateurs qui la composent. C'est le cas des centres spécialisés ces impôts. À cet égard, le temps d'une année, l'ensemble du fichier est parcouru et même les contribuables ne sont pas à l'abri de plusieurs contrôles par an. Au titre de l'exercice 2002 par exemple, le plus important des centres spécialisés, CSW1, comptait environ 500 contribuables pour 10 inspecteurs vérificateurs. Ces inspecteurs vérificateurs, compétents en matière de vérification partielle et de contrôle sur pièces, se devaient d'exécuter 125 contrôles sur place et 125 contrôles sur pièces. Répartis par inspecteur vérificateur, chaque inspecteur se devait de réaliser 12 contrôles sur place et 12 contrôles sur pièces par an, ce qui constituait la moitié du plancher annuel défini par la hiérarchie de l'administration fiscale. En pratique, ces inspecteurs exécutent au moins le double du plancher annuel, ce qui multiplie les possibilités d'intervention chez les mêmes contribuables. À l'inverse, des structures à grand fichier que constituent les centres divisionnaires sont dans l'incapacité de parcourir leurs fichiers même au bout de 10 ans compte tenu du fait qu'ils ont des fichiers immenses et peu ou pas de vérificateurs. Par ailleurs, leurs fichiers ne sont pas des viviers sollicités par les vérificateurs des structures nationales pour des motifs de rendement. 116. En elle-même,
la fixation du nombre de contrôles à exécuter par structure ou par vérificateur peut s'avérer dangereuse pour l'administration. Elle peut conduire à des examens insignifiants de dossiers pour atteindre le nombre annuel de contrôles imposés, l'abandon de dossiers fiscalement importants mais dont le contrôle impliquerait un temps et une disponibilité inexistants. Ceci est d'autant plus pertinent que les structures déconcentrées en charge des contrôles sur pièces sont celles-là mêmes qui gèrent au quotidien les dossiers, instruisent au premier degré le contentieux administratif, élaborent les statistiques, délivrent les documents administratifs et reçoivent les doléances des contribuables. 117. L'atteinte des résultats l'emporte sur la réalisation du nombre de contrôles à exécuter. Ainsi, une structure qui réalise ses résultats globaux ou qui sur une entreprise réalise ses résultats en matière de contrôle est bien appréciée de la hiérarchie. 2. La fixation d'objectifs en termes de rendement. 118. La mesure de l'efficacité de l'action de l'administration fiscale est un objectif de l'organisation qui, dans une perspective de rationalisation des choix budgétaires, est à l'origine de la mise en place d'un appareil statistique de mesure des résultats. L'utilisation des statistiques, qui n'est pas propre à l'administration fiscale, est devenue pour celle-ci une contrainte d'une importance majeure. Cette assertion s'applique mutatis mutandis à l'administration fiscale camerounaise. La contrainte statistique de rendement est plus importante en matière d'organisation du contrôle fiscal pour plusieurs raisons. Outre le fait qu'elle constitue la seule source d'informations fiables et objectives quant à la qualité du travail des vérificateurs et des structures en charge du contrôle fiscal et quant aux résultats de ce travail, elle fournit aux décideurs les moyens d'apprécier l'accomplissement ou non des objectifs du contrôle fiscal. Pour le ministre d'État en charge de l'économie et des finances devant la Commission des finances de l'Assemblée nationale en juin 1999, l'expérimentation d'une gestion par objectif permet d'apprécier le personnel sur la base du mérite 150. 119. Les responsables de l'administration dans la définition d'objectifs en termes de recettes assignées au contrôle fiscal ont indexé les résultats du contrôle fiscal à ceux globaux des structures nationales et déconcentrées. Ainsi, les recettes issues du contrôle fiscal attendu de chaque structure de contrôle sont d'au moins 10% de sa DPO globale, selon l'instruction numéro 6992 citée plus haut. Les structures centrales de contrôle doivent réaliser 10% de recettes attendues de la Direction générale des impôts, et les centres déconcentrés répartissent entre les différentes structures en charge du contrôle, la DPO assignée au contrôle fiscal, fixée à 10% minimum de leur DPO globale. L'indexation des objectifs de rendement du contrôle fiscal à celui du rendement global des structures de la Direction générale des impôts pose le problème de la fixation des objectifs des structures de cette direction. Au niveau central, si les objectifs de la Direction générale des impôts sont fixés par les autorités politiques et ne sauraient souffrir de contestation par l'administration fiscale, il reste que la ventilation de cet objectif entre structures de contrôle au niveau central est problématique. Ne disposant pas de fichiers et ne maîtrisant pas le travail de gestion pourtant indispensable à la bonne conduite du contrôle fiscal, l'atteinte des rendements fixés s'avère malaisée. Au niveau déconcentré, les disparités du tissu fiscal, ajoutées au problème de fiabilité de l'outil statistique dans un environnement truffé d'informels, ne permettent pas toujours de définir de manière rigoureuse les objectifs assignés à ces structures. Aussi assiste-t-on en pratique à la réalisation par certaines structures de leurs objectifs annuels au bout de 6 mois, alors que certaines ne réalisent pas le quart de leurs objectifs au bout de l'année. 120. Par ailleurs, dans les centres gérant des entreprises qualifiées de citoyennes et réalisant des chiffres importants, c'est le cas de la division des grandes entreprises et des centres spécialisés, les rendements globaux sont importants et la DPO assignée au contrôle est importante en conséquence. La division des grandes entreprises réalise par exemple à elle seule plus de 80% des recettes attendues de la Direction générale des impôts. Ce type de structure gère des contribuables fidélisés, supposés acquis aux bonnes pratiques déclaratives et de paiement de l'impôt. Ceci suppose au plan théorique une faible marge de manœuvre au plan des rendements suite contrôle. Or, la fixation de la DPO consécutive au contrôle reste fixée à 10% des rendements globaux de ces structures. Par contre, dans les structures à faible rendement,
Compte tenu de l'informel et des défaillances déclaratives observables à ce niveau, la DPO globale est faible et par ricochet celle du contrôle. Cette situation traduit tout le paradoxe dans la fixation de la DPO du contrôle fiscal. Cette fixation automatique sur la base de 10% du rendement global de la structure entraîne de facto une accentuation du contrôle fiscal sur les entités qui contribuent le plus et par conséquent déclarent mieux. Elle s'attarde moins sur les structures dont les contribuables s'acquittent moins de leurs obligations SKA. Ce paradoxe instille l'idée d'une prime à la mauvaise déclaration. 121. L'attribution rigide d'objectifs chiffrés au contrôle fiscal par ailleurs ne permet pas toujours de valoriser les autres fonctions du contrôle fiscal, notamment en matière de lutte contre la fraude fiscale ou de lutte contre le secteur informel, de rétablissement de l'égalité devant l'impôt. Le propos ci-après de Muriel Tremer s'applique valablement à la politique du rendement en matière de contrôle fiscal au Cameroun. Les objectifs individuellement quantifiés d'une manière rigide enferment les vérificateurs dans un carcan de mécanisation statistique du contrôle fiscal interne et externe, qu'il s'agisse de l'échelon national, régional ou départemental. Cette conception contraignante du contrôle fiscal déresponsabilise les vérificateurs et les démotive. Elle conduit en outre à rechercher l'artifice pour boucler statistiquement le programme. 122. Ces objectifs statistiques ne permettent pas de mesurer le travail qualitatif du vérificateur et des structures de contrôle, dans la mesure où un travail important du vérificateur dans la préparation du contrôle, étude du dossier, préparation des axes de recherche, recoupement divers et de conduite des opérations sur place peut aboutir au terme du contrôle à un bien maigre rendement. A contrario, une préparation quelconque, suivie d'un travail superficiel, peuvent se terminer par un rendement important. Il importe d'introduire dans la grille d'évaluation des rendements du contrôle fiscal des éléments liés à l'importance et à la régularité déclarative, au redressement soulevé et retenu, aux suites de la notification notamment en termes de contentieux et de dégrèvement. Ces éléments qui existent dans la programmation des contrôles peuvent être utiles dans l'évaluation. 123. Au total, la contrainte statistique de rendement vise à assurer la fonction redynamisée de collecteur d'argent dévolue à l'administration fiscale. Sa prééminence, dont l'efficacité ne va pas de soi, relève dans le système fiscal actuel d'une stratégie offensive du contrôle fiscal. Section 2. Le nouvel essor du contrôle fiscal, une responsabilisation accentuée du contribuable. 124. Toute vie sociale harmonieuse est déterminée par la conformité des membres du groupe social considéré avec les comportements que les autorités établies attendent. Au plan fiscal, dans un système déclaratif auto-liquidé comme celui en vigueur au Cameroun, l'impôt est établi d'après les déclarations souscrites par les contribuables. La contrepartie de cette auto-déclaration est le droit pour l'administration de contrôler ces déclarations, c'est-à-dire de s'assurer du respect des obligations découlant de la loi fiscale. Ainsi, le contrôle fiscal permet de vérifier la sincérité de chaque contribuable et par là même, de garantir le respect des obligations déclaratives et de paiement. 125. Dans un contexte de dynamisation du système fiscal à orientation prioritairement financière, où un nouvel essor est donné au contrôle fiscal, l'action du législateur s'est orientée vers une densification des obligations du contribuable, paragraphe 1. Et pour marquer le caractère obligatoire de ce qui est attendu du contribuable, la panoplie de sanctions a été renforcée afin de ramener les déviants sur le droit chemin, paragraphe 2. Paragraphe 1. La densification des obligations fiscales du contribuable. 126. Le concept juridique d'obligation recouvre de multiples acceptions. Ainsi, sous le vocable obligation, le petit Larousse désigne soit un engagement qu'impose la loi, la religion, la morale, soit un sentiment ou un devoir de reconnaissance, ou un lien de droit par lequel une personne est tenue de faire ou de ne pas faire quelque chose. L'obligation désigne ainsi tout ce que le droit positif commande de faire, avec pour principale caractéristique de comporter une sanction juridique. Plus encore qu'en matière civile, l'obligation au plan fiscal est un rapport de droit de nature patrimoniale. 127. Les obligations fiscales dont l'administration fiscale doit vérifier le respect
peuvent être classées en deux grandes catégories. L'une d'ordre matériel qui consiste en une obligation de faire A, et l'autre d'ordre subjectif qui réside dans une obligation d'être, liée à la sincérité des témoignages et confessions du contribuable 156, B. Ces obligations débouchent sur une autre qui est celle de paiement, C. 128. Le système déclaratif implique qu'une grande latitude est laissée au contribuable de venir lui-même faire sa déclaration à l'administration fiscale. Cependant, si cette possibilité a été érigée en obligation générale, l'administration fiscale procède toujours à un contrôle a posteriori des éléments fournis par le contribuable, afin de s'assurer de la sincérité et la conformité de sa déclaration. À l'obligation de déclarer, porter l'information à la connaissance de l'administration fiscale. 129. La Constitution camerounaise du 18 janvier 1996 dispose dans son préambule dont la valeur constitutionnelle est affirmée que chacun doit participer en fonction de ses capacités aux charges publiques. La participation aux charges publiques en principe fait ainsi partie intégrante des obligations civiques prescrites par la Constitution, mais la détermination ou l'évaluation des capacités contributives incombe d'abord dans le système fiscal camerounais, au contribuable lui-même ou à un tiers qui est tenu de faire sa déclaration. L'article L1 du Livre des procédures fiscales dispose à cet effet que toute personne physique ou morale assujettie en sa qualité de redevable légal au paiement d'un impôt, droit ou taxe ou d'acompte d'impôt, droit ou taxe en vertu des dispositions du Code général des impôts, est tenue de souscrire une demande aux fins des immatriculation auprès des services des impôts territorialement compétents, dans les 15 jours ouvrables qui suivent le début de ses activités, et de joindre à sa demande un plan de localisation. Cet article fait également obligation de déclarer à l'administration fiscale toute modification substantielle affectant l'exploitation, notamment le changement de dirigeant, la cession ou la cessation d'activité. L'étendue rationnée personnée de cette obligation touche également les contribuables étrangers exerçant au Cameroun sans y avoir leur siège. Ces derniers doivent porter à l'attention du fisc le nom d'un représentant solvable. 130. L'article L2 du Livre des procédures fiscales ajoute que toute personne physique ou morale assujettie en sa qualité de redevable légal au paiement d'un impôt, droit ou taxe ou d'acompte d'impôt, droit ou taxe, ou désignée pour procéder à des retenues d'impôt à la source en vertu des dispositions légales ou réglementaires est tenue de souscrire des déclarations selon le modèle fourni par l'administration fiscale camerounaise, accompagnées des documents annexes obligatoires, dans les délais prévus par la loi. Une fois établie, la déclaration est soit adressée par voie postale au service des impôts compétents, soit remise en main propre contre décharge, soit communiquée à l'administration par voie électronique. L'idée de base qui se dégage à la lecture du principe général de déclaration est la volonté du législateur d'élargir le champ déclaratif de manière à cerner le plus possible la matière imposable. Le fait pour le législateur de donner la possibilité au contribuable de souscrire sa déclaration de revenus revêt une importance psychologique considérable dans les rapports entre le contribuable et le fisc. Car d'une part, il lui fait confiance pour accomplir son obligation civique et d'autre part, par cette méthode, l'initiative de la déclaration du revenu, c'est-à-dire l'évaluation de la matière imposable n'incombe pas dans ce cas à l'administration fiscale mais au contribuable lui-même ou à un tiers L. Toutefois, compte tenu du rôle et de l'importance économique de certains contribuables, le législateur leur assigne des obligations particulières de 1. Les modalités générales de déclaration. 131. Parmi les différentes sortes de déclarations, on distingue au plan théorique la déclaration faite par le contribuable ou déclaration confession A, et la déclaration par un tiers ou déclaration témoignage B. A. La déclaration faite par le contribuable. 132. La confession fiscale par le contribuable est le procédé par lequel la matière imposable est connue du fisc, par déclaration faite par celui qui la détient. Il en est ainsi en matière d'impôt sur les sociétés suivant les dispositions de l'article 18 du CGI, ou en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques, ou tout contribuable assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est tenu de souscrire au plus tard le 15 mars de chaque année au centre des impôts du lieu d'imposition,
Une déclaration détaillée des revenus dont il a disposé au cours de l'année fiscale écoulée sur un imprimé fourni par l'administration. 133. La pratique camerounaise se veut assez souple sur le formalisme des déclarations fiscales. L'essentiel se trouve ainsi dans les éléments contenus dans la déclaration ou qui accompagnent la déclaration, à l'instar du moyen de paiement et des éléments justifiant les informations portées sur la déclaration. Ainsi peut-on observer que des déclarations non signées mais portant le cachet du contribuable sont acceptées par le fisc. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.